Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints. Quelques nouvelles d'abord de notre entreprise. Vous savez désormais comment faire pour nous soutenir matériellement maintenant que la date de clôture de notre collecte de financement sur Ulule est passée. Tout est dit sur le site de l'émission www.lenouvelespritspublic.fr. Ne perdez pas de vue que nombre de ceux qui ont apprécié nos conversations hebdomadaires par voie hertzienne ne savent pas encore qu'elles ont repris sur la toile et en podcast. Donc n'hésitez pas à faire tourner l'information et le lien avec notre site. C'est un lien qui permet, et un site qui permet l'écoute de tous les épisodes de notre podcast. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui publie cette semaine un numéro intitulé « Délivrez-nous du mal ». Et j'étais curieux de savoir quel poème allait trouver à ce sujet l'orpailleur Louis Chevalier, qui chaque semaine nous régale dans les colonnes du 1 de ses trouvailles poétiques. Eh bien, il a trouvé des vers de Ludovic Janvier, un poète peu connu, mort en 2016, vers qui célèbre une âme hermaphrodite. Une dormeuse est logée dans mes veines, je ne peux pas la fuir en me cachant, ni l'apaiser, bien sûr, en me couchant, car c'est là surtout que je vois mes peines. La suite dans le 1. Nous allons maintenant nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Gibelin, directrice de l'Institut français de géopolitique et de la revue Hérodote, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à la situation en Allemagne. Dimanche 19 novembre, c'est en tant que chancelière chargée des affaires courantes qu'Angela Merkel s'est présentée devant la presse pour confesser son échec à former un gouvernement. Cet échec fait suite au scrutin législatif du 24 septembre dernier qui ne lui avait donné qu'une majorité relative au Bundestag. Les conservateurs de la CDU-CSU en noir, les libéraux du FDP en jaune et les Verts avaient donc entamé le mois dernier des négociations en vue de former une coalition dite Jamaïque, en raison des couleurs du drapeau de la Jamaïque. En quittant dimanche soir la table des négociations, les libéraux ont déclenché une crise politique inédite depuis la fondation de la République fédérale en 1949. Constatant les désaccords qui l'opposent aux deux autres formations, le libéral Christian Lindner a dit préférer ne pas gouverner plutôt que mal gouverner. Face à cette crise politique, le président de la République fédérale, Frank-Walter Steinmeier, lui-même socialiste d'origine, social-démocrate, a appelé tous les partis à faire preuve de responsabilité. En l'absence de majorité claire au Bundestag, les sujets de discorde sont en effet nombreux. L'immigration est devenue l'un des dossiers les plus sensibles, depuis que la chancelière a fait le choix d'ouvrir ses frontières aux réfugiés en 2015. Madame Merkel reproche aussi aux libéraux d'avoir surenchéri sur le sujet du regroupement familial pour faire échec aux discussions. Les questions du climat, de l'énergie, de la fiscalité ont constitué autant de points d'achoppement et pour sortir de cette impasse politique, Angela Merkel ne pouvait pas compter sur le soutien des socialistes du SPD qui ont d'abord refusé de renouveler la grande coalition sortante. Mais vendredi matin, les socialistes sont revenus sur leur refus de relancer cette grande coalition et se sont dit prêts à discuter avec les conservateurs. L'incertitude plane cependant sur l'avenir politique du pays. Cette situation est lourde de conséquences pour ses partenaires européens et notamment pour la France. Dans le discours qu'il avait prononcé à la Sorbonne en septembre dernier, Emmanuel Macron disait compter sur un partenariat franco-allemand stable et solide pour relancer la construction européenne. L'attente risque donc de se prolonger quelque peu. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Quand on observe la scène politique de la plupart des pays européens, on voit une large recomposition qui a lieu sur les scènes intérieures avec des nouveaux partis qui émergent, d'anciens partis qui s'effondrent. C'est ce qu'on voit en Italie, en Espagne et bien sûr en France, on en parlera aussi tout à l'heure. Et l'Allemagne présentait dans ce paysage une stabilité tout à fait remarquable, sauf l'émergence du parti Alternative für Deutschland, qui est un parti des
l'extrême droite, anti-européen, et surtout qui s'est développé dans la contestation de la politique d'accueil des réfugiés menée par Mme Merkel. Et donc, on se demande si l'Allemagne va connaître, elle aussi, ce bouleversement de la scène politique qui traverse d'autres pays européens. En fait, il y a deux forces qui sont en jeu. D'une part, le besoin de changement, de renouvellement de la classe politique qui est ressenti par une partie de la population et sur laquelle le leader du FDP s'est appuyé pour refuser la coalition. Et d'autre part, le sens des responsabilités. Le président de la République allemand, Frank-Walter Steinmeier, a fait appel très solennellement au sens de la responsabilité des élus, ce qui veut dire, dans le contexte allemand, la volonté de trouver un compromis, et notamment un compromis dans la constitution d'un gouvernement de coalition. Donc, qu'est-ce qui va l'emporter ? C'est incertain pour le moment. D'un côté, il y a deux partis. Si je mets de côté AfD, qui de toute façon veut, par nature, bouleverser le système, il y a deux partis qui ont fait des transgressions majeures récemment. Le premier, c'est le Parti vert, qui s'est montré prêt à faire une coalition qui transgresse la frontière, gauche-droite, et faire une coalition avec la CDU. Et quand on a suivi les négociations de constitution de la coalition, on parlait surtout des divergences entre les Verts et la CDU, qui portaient essentiellement sur la politique d'accueil des réfugiés, d'une part, et d'autre part sur la politique de l'énergie, puisque les Verts voulaient aller beaucoup plus loin que les autres partis sur la fermeture des centrales à charbon. Et les Verts sont tellement prêts à cette transgression qu'ils ont même signalé qu'ils étaient d'accord pour un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire eux tout seuls avec la CDU, charge après à la chancelière de trouver pour chaque texte une majorité au Parlement. Alors la deuxième transgression, c'est la transgression de Christian Lindner, le jeune leader du FDP, le parti libéral qui est au centre, sinon centriste, puisqu'il a refusé d'entrer dans la coalition. C'est lui qui a fait capoter la coalition, alors qu'on pensait que la difficulté, comme je l'ai dit, ce serait plutôt entre les Verts et la CDU, et parce qu'il a le sentiment qu'il faut bousculer le jeu politique allemand beaucoup plus profondément, et que c'est lui qui en tirera les bénéfices. Alors, dans ce contexte-là, on est dans une situation institutionnelle tout à fait nouvelle où c'est en réalité le président de la République, Frank-Walter Steinmeier, qui a les cartes en main pour trouver le débouché à la crise. Et Steinmeier pousse beaucoup à une nouvelle grande coalition, ce qu'on appelle la Grosse Koalition en allemand, donc à nouveau entre le SPD et la CDU. Et le Spiegel, qui est un journal important, enfin un hebdomadaire important, a dit contre Steinmeier, il n'y a aucun devoir de gouverner, ni aucun devoir de s'autodétruire pour un parti, en pensant au SPD. Parce que de fait, ce système de grande coalition qui a fonctionné depuis maintenant plus de 10 ans en Allemagne apparaît très défavorable en fait aux deux grands partis, puisque la CDU et le SPD ont fait leurs pires résultats électoraux historiques lors des dernières élections. Et donc se pose la question, bien sûr, une grande coalition, ça donne de l'équilibre à court terme, mais en même temps, peut-être que ça déstabilise profondément la scène politique, puisque tout le mécontentement se reporte vers des partis extrêmes, et en particulier Alternative für Deutschland, qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Et donc, la situation est vraiment dans l'incertitude de ce déséquilibre. C'est pas sûr du tout que des négociations pour une grosse coalition débouchent sur quoi que ce soit, et ce n'est pas sûr que ce soit vraiment très favorable à terme pour la vie politique allemande. Béatrice Gibelin. Oui, moi je pense qu'on est à un moment tout à fait important. Vous avez rappelé Christian Lindner, qui est jeune.
Il a 39 ans. Et c'est une génération, donc il est né en 1979. Et je pense que tout ce qui avait pesé lié à l'histoire tragique, bien évidemment, de l'Allemagne avec la Seconde Guerre mondiale, s'efface pour une nouvelle génération. C'est-à-dire que l'idée qu'on puisse prendre le risque, au fond, de ne pas aller jusqu'à une coalition, de jouer l'instabilité, de pousser à des nouvelles élections, leur semble à cette génération quelque chose de tout à fait jouable, possible. Compte tenu, par exemple, de l'âge du futur chancelier d'Autriche, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement jeune. Donc, on met l'histoire derrière et on avance de façon tout à fait différente. Ce qui n'est pas le cas des Verts, où on n'est pas sur une génération forcément qui balaie ce qui s'est passé auparavant. Je pense que c'est le fait que ça arrive maintenant, avec effectivement une percée de l'AfD, dans laquelle on a quand même de très anciens pro-nazis qui restent dedans comme Gauland, mais aussi on a des gens beaucoup plus jeunes, y compris des femmes qui sont leaders dans ce parti. On est à un bouleversement, moi il me semble, dans un renouveau de génération. Et quand j'ai vu que Christian Lindner refusait, au fond conduisait à l'échec, je me suis dit, c'est vraiment pas sûr qu'il gagne et qu'on aille à des nouvelles élections. Pourquoi ? Parce que l'électorat allemand est un électorat qui n'est pas jeune, qui est un électorat âgé, et qui se souvient, lui, de la gravité de ce qu'ils ont connu comme une très très forte déstabilité. Donc je m'étais dit, au fond, on risque fort peut-être d'aller à une alliance avec le SPD. On vient d'apprendre qu'effectivement le SPD revient sur sa position, et je partagerai pas tout à fait votre point de vue quand vous dites au fond ces grands partis en coalition à terme ils vont être condamnés et ça va faire monter les extrêmes. Moi je pense que s'il y avait pas de grande coalition, l'AfD part sur d'autres raisons que celles de la grande coalition. C'est-à-dire qu'on a une réaction qui est une réaction nationaliste, souverainiste, anti-islam, très très forte, et que tout autre type de coalition permettra à ce qu'elle continue de fonctionner là-dedans. Et il faut regarder la géographie de l'AfD, de ces élections, parce qu'elle est très éclairante. Elle n'est pas sur l'ensemble de l'Allemagne, elle a des endroits très forts, c'est effectivement un peu en Rhénanie-Westphalie et essentiellement dans les Länder de l'Est. Donc, ce qui vient de se passer en Allemagne est, à mon avis, assez éclairant sur un changement de génération et de la façon dont on commence à revoir l'histoire de l'Allemagne. Jean-Louis Bourlange. Oui, je crois que le phénomène générationnel est assez important dans ce qui se passe. Je suis pas tout à fait d'accord avec l'interprétation qu'en donne Béatrice, qui consiste à jumeler le jeune appétit des leaders de demain avec la relégation de la Seconde Guerre mondiale. Je pense que selon la formule célèbre, plus on avance dans le siècle, moins il y aura de gens qui auront connu Victor Hugo vivant. Et donc la vieille génération n'a pas connu la guerre. La vieille génération, c'est des gens de 70 ans, ils sont nés après la guerre et ils n'ont pas connu la guerre. Le moment que vous décrivez me paraît, c'est l'arrivée de Schröder. C'est quand Schröder est arrivé, là, il y a eu 3 moments. Il y a eu le moment Adenauer où en fait on a mis un peu la poussière sous le tapis. Ensuite, il y a eu la génération des fils et filles, partout en Europe, les fils et filles déportés qui ont vraiment, dans les années 70, mis au cœur. Alors ça a été Willy Brandt, ça a été les grandes démonstrations de repentance de l'Allemagne qui ont mis au cœur de la préoccupation allemande la culpabilité. Et puis est arrivé, après Kohl, etc., est arrivé Schröder, et puis on dit bon ça va, on a vécu tout ça, on a payé, c'est fini, c'est autre chose. Et maintenant, mais là où je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est qu'effectivement on a des jeunes gens amnésiques, énergiques, courageux, qui veulent prendre le pouvoir, impatients tout à fait, et qui donc sont prêts à secouer un peu le système. Donc c'est comme ça que j'analyserai le phénomène générationnel. Sur le plan politique, je pense que nous sommes dans une situation qui n'est pas seulement allemande, qui est européenne. Je pense que partout en Europe, on a une montée très forte des populistes. Cette montée des populistes, alors ça se décline différemment selon les pays. En Allemagne, ça décline de façon plutôt souverainiste, mais pas protectionniste. D'ailleurs, ça pourrait être protectionniste. En tout cas, c'est identitariste, xénophobe,
en général, sauf en France, libérale. Et là, on voit bien que ça existe. Et puis à gauche, on a quand même aussi, depuis la création de Die Linke, on a quand même une extrême gauche qui est centrée sur l'est de l'Allemagne, qui existe et qui n'est pas du tout contente de l'abandon de la social-démocratie et de l'abandon, enfin, du réformisme, du conservatisme, symbolisé par les virages de la politique Schröder. Ça, c'est partout en Europe. Et ce qu'on voit partout en Europe, c'est que ça provoque deux phénomènes contradictoires. Un phénomène de développement à droite et à gauche, d'une droite radicale et d'une gauche radicale, et en même temps, au centre, un effet thermostat. C'est-à-dire que plus la droite dure et la gauche dure montent, plus les forces du centre disent on va quand même pas se laisser aller à cette politique qui va nous faire renoncer à tout ce que nous avons eu de meilleur en termes de croissance économique, avec l'ouverture des frontières, en termes de paix et de paix civile et de paix internationale avec la construction de l'Europe. Et donc, vous avez une pression un peu partout à la convergence. Regardez par exemple les déclarations de Tsipras. C'est Tsipras le moment. C'est quand Tsipras renonce à son bras de fer avec l'Allemagne qu'on voit que ça change. Il déstabilise complètement Iglesias en Espagne. Corbyn lui-même, s'il emporte beaucoup de choses sur le plan intérieur par rapport à Madame May, on voit bien que sur le Brexit, il est très prudent, il n'est pas du tout sur une ligne dure, etc. Donc on a cette... Et alors en France, on a eu effectivement le grand fantasme Mélenchon-Le Pen qui a abouti à un triomphe absolu du centrisme macronien. Donc, alors là, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne ? Je crois qu'il y a deux phénomènes qu'il faut signaler. Vous avez mis en avant les libéraux, c'est vrai, mais je me rappelle avoir discuté avec Michaela Weigel juste au lendemain des élections allemandes, et elle disait, je crois qu'elle avait tout à fait raison, que le problème le plus dur était celui de la CSU, du rapport entre la CSU et la CDU, parce que là on a... Attendez, là il faut, parce que plusieurs auditeurs m'ont fait lors de notre précédente conversation sur l'Allemagne, remarquer que CDU et CSU n'étaient pas des notions claires pour tout le monde. Donc la CSU, c'est donc les Bavarois. C'est un parti chrétien social plus à droite que la CDU, centré sur la Bavière, et ils ont un accord de répartition géographique. Il n'y a pas de candidat CSU dans le reste de l'Allemagne, et il n'y a pas de candidat CDU en Bavière. CDU étant les démocrates chrétiens. Oui, ils sont tous des démocrates chrétiens. Mais la CSU, ce sont des démocrates chrétiens beaucoup plus musclés, si je puis dire, tendance un peu autrichienne, et qui sont très sensibles. Ils sont très sensibles au maintien de Monsieur Orban au sein du PPE, enfin tout un ensemble de choses, et extraordinairement sensible au thème de l'immigration. Et là, c'est très compliqué, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un accord de gouvernement. S'il y a une rupture entre la CDU et la CSU, c'est un des piliers du système partisan allemand qui vacillerait. Les libéraux, évidemment, ils cultivent aussi ce thème xénophobe, mais leur thème fondamental, c'est l'argent. Ils veulent pas donner d'argent, et là, on s'entend toujours. Il y a des radins en Europe, il y a des radins, et puis des mendiants, et c'est un accord entre les uns et les autres. C'est difficile, mais ça se fait. Donc, je crois que là, il y a cet aspect. Sur les sociodémocrates, et je voulais en venir là, les sociodémocrates, ils ont certes perdu, mais ils n'ont pas du tout perdu, simplement parce qu'ils étaient dans une coalition. La social-démocratie est en situation difficile dans toute l'Europe. Regardez ce qu'est devenu le blairisme, qui a été complètement submergé. Regardez le drame du PSOE espagnol. Regardez la disparition du PASOK. Regardez la disparition du Parti socialiste en France. Donc on est dans des logiques très différentes, c'est-à-dire, pour parler comme Monsieur Bergeron, qu'est-ce qu'on fait, comment faire de la social-démocratie quand il n'y a plus de grain à moudre ? C'est quand même ça le problème. Et donc là, je pense que Monsieur Steinmeier, le président de la République fédérale, est en train d'expliquer aux Allemands, aux socialistes allemands, qu'il n'y a pas d'autre solution, que tous les observateurs que je rencontre, mes amis allemands, disent il n'y a pas d'autre solution que la reconduction d'une grande coalition entre les sociodémocrates et les chrétiens démocrates. Donc, alors, le problème était de savoir si on le fait avant les élections ou si on refait un tour électoral. Et quand on regarde les sondages sur le tour électoral, tout le monde a les chocottes, parce qu'on voit bien que
le parti d'extrême droite pourrait faire un score important. Alors il faut savoir quelles concessions supplémentaires les chrétiens-démocrates peuvent faire aux sociaux-démocrates. La concession minimale, c'est plus de portefeuille et un programme plus infléchi à gauche. La concession maximale, c'est le remplacement de Madame Merkel. Il apparaît à divers signes que Madame Merkel est assez attachée au pouvoir. François Bujon de l'État. Vous croyez vraiment? Oui. Écoutez, moi je vais reprendre les choses là où Jean-Louis les a laissées. En fait, il y a une vraie crise allemande, probablement la crise politique la plus grave que l'Allemagne ait connue depuis le début de la République fédérale, au fond. C'est la première fois qu'elle est paralysée, le spectre politique est aussi divisé qu'elle est incapable de former une coalition. Mais c'est une crise de la démocratie, finalement, et c'est une crise des institutions en Allemagne. Une crise de la démocratie parce qu'au fond, jusqu'à présent, nous avons tous toujours considéré l'Allemagne un petit peu comme un modèle de stabilité. Il y avait deux grands partis de gouvernement qui alternaient gentiment au pouvoir, avec un parti centriste qui faisait pivot et qui était allié tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Bon, c'était très très bien. Malheureusement, ça ne marche plus comme cela. Et nous assistons à une fragmentation du paysage politique qui ressemble beaucoup à ce que l'on voit dans d'autres pays européens. Partout, en France bien sûr, mais en Espagne aussi, on l'a vu avec la naissance de Podemos et de Ciudadanos, ou avec les Cinque Stelle en Italie. On voit ça dans tous les grands pays européens finalement. Mais en Allemagne, c'est très nouveau. On parle toujours de AfD qui arrive au Bundestag avec un grand nombre de députés, mais il y a eu Die Linke qui était quand même, et Oskar Lafontaine, et une extrême gauche allemande, et puis la CDU et la CSU, ce sont deux choses bien différentes. Jean-Louis l'a rappelé. Nous avons effectivement aujourd'hui un échiquier politique qui est très très complexe, et théoriquement, toutes sortes de possibilités d'arrangement ou de coalition. Mais en réalité, on découvre assez vite, au fil des semaines, qu'il n'y a pas 36 véritables options, et on revient finalement à celle que l'on croyait exclue, c'est-à-dire le retour à une grande coalition. Finalement, si toutefois ils arrivent à fixer le prix, c'est de cela que Jean-Louis parlait, du ralliement du SPD à l'idée d'une grande coalition. Alors c'est quand même une crise des institutions allemandes qui est très très frappante et qui s'accompagne en même temps de diverses choses. D'abord, on voit que le président de la République fédérale a beaucoup plus de pouvoir que finalement on ne l'imaginait. On nous apprend toujours que c'est un président qui a des fonctions honorifiques et qui ne joue pas de rôle dans la vie politique. Mais là, ce n'est pas Madame Merkel qui est en mesure de dénouer l'impasse actuelle, c'est le président Franz-Walter Steinmeier. D'abord, on découvre en regardant les institutions allemandes qu'il est le seul à avoir le droit de dissoudre de nouveau le Bundestag, si on en vient là. Et ensuite, il est le seul qui est capable de trancher le nœud gordien et d'essayer de convaincre le SPD, malgré des échecs électoraux successifs, dont un d'ailleurs pendant lequel il était le leader du parti, de revenir au pouvoir, tenter sa chance. Donc les choses bougent, le paysage politique bouge, le débat se déplace, il y a effectivement des problèmes générationnels dont nous avons dit un mot, et nous avons une Merkel à bout de souffle. Alors, je m'attarde un instant là-dessus, parce qu'il y a un aspect crépusculaire dans cette crise allemande. On se reprend à penser à la fin de Margaret Thatcher ou à la fin d'Helmut Kohl. On a le sentiment du chancelier qui hésite, parce qu'on voit bien qu'elle a hésité, elle a un doute existentiel elle-même. Est-ce qu'elle a envie? La fin d'Adenauer. Oui, la fin d'Adenauer aussi, vous avez raison. C'est le côté crépusculaire qui vient après un certain temps, finalement. L'usure du pouvoir et le doute existentiel qui se mêlent. Et en réalité, elle porte effectivement, si on y réfléchit et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur, une grande part de responsabilité personnelle dans beaucoup des graves problèmes allemands actuels. C'est une femme qui a des tas de côtés remarquables et même attachants, mais en même temps, elle est impulsive et elle prend parfois des décisions qu'à l'analyse postérieure, on trouve hardies. Je pense, avant même les problèmes d'immigration, à la façon dont elle a abandonné l'énergie nucléaire, par exemple, en Allemagne. Je ne peux pas rencontrer, pour ma part, un industriel allemand sans entendre une complainte. Oui, sans attendre plus qu'une complainte. Je veux dire, vraiment des critiques extrêmement vives de la chancelière, réquisitoires, c'est le mot que je cherchais, contre cette décision de Merkel d'abandonner le nucléaire. Et mine de rien, ça joue un rôle dans l'échec de la coalition jamaïque, parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui les Verts demandent qu'on arrête les centrales à charbon, comme on a déjà arrêté les centrales nucléaires, je me demande si on va frotter des silex pour produire de l'énergie électrique en Allemagne, ou bien si on va se résoudre alors, pour avoir de l'électricité, à n'importer que de l'énergie produite par le charbon en Pologne, ou de l'électricité nucléaire produite en France. C'est finalement... Oui, mais ça remonte à cette décision d'Angela Merkel, qui a été, rappelez-vous les conditions dans lesquelles elle a été prise, ça a surpris tout le monde. Ça a été aussi impulsif et aussi finalement bouleversant pour la vie politique, que la décision d'ouvrir complètement les portes à ces immigrés qui sont arrivés massivement et dont le poids, l'ombre portée, pèse très très lourd sur la vie politique allemande aujourd'hui. Alors la question de sa survie politique se pose, car en effet, quand on examinait ces derniers jours toutes les options possibles et imaginables, sa disparition était une des hypothèses que l'on examinait pour chacune d'entre elles. Le retour, par exemple, devant les électeurs est une chose que la CDU n'envisageait pas de gaieté de cœur, et beaucoup de caciques de la CDU se disaient qu'il n'y retournerait que si on changeait de leader, parce que sinon, les mêmes causes produiraient les mêmes effets. La SPD, au sein de la SPD, je suis convaincu qu'un certain nombre de chefs de la SPD doivent être en train de dire « nous sommes prêts à refaire une tentative de grande coalition, mais peut-être avec un chancelier différent ». Enfin, je veux dire, le sujet, sous un angle ou sous un autre, revient inévitablement. Alors tout ceci entraîne, je vais faire comme les Israéliens dans la blague célèbre, qu'est-ce que tout ceci veut dire pour nous, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Ça veut dire plusieurs choses. Sur un match de football entre deux pays d'Europe centrale, c'est un match de football centrale, entre le Costa Rica et le Nicaragua. Oui. Un Israélien dit à l'autre, mais tu sais, le Costa Rica a battu le Nicaragua par 2-0, et l'autre prend un air consterné et lui dit, mais qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence pour nous ? Eh bien, posons-nous la question à propos de l'Allemagne. Il y a au moins deux choses. La première, c'est sur le mode de scrutin. Pour tous les partisans de la dose de proportionnel, le mode électoral allemand doit faire réfléchir, puisque apparemment il concourt beaucoup à la dispersion et à la fragmentation, et que les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets sous d'autres latitudes. C'est un premier sujet de réflexion. Le second, c'est l'Europe, bien entendu. Monsieur Macron a mis sur la table un certain nombre d'idées dans son discours de la Sorbonne, dont on découvre d'ailleurs en parlant à des interlocuteurs étrangers qu'il a eu beaucoup plus d'écho à l'étranger qu'en France même. Je ne peux pas rencontrer un Italien, un Allemand ou même un Britannique ces derniers temps sans qu'il me parle, sans qu'il me parle du discours de la Sorbonne et de telle ou telle idée qui y est contenue. Mais il faut être 2 pour jouer au tango, mais il faut être 27 pour faire avancer l'Union européenne, comme chacun sait, ou un peu moins si on se contente du noyau dur et de l'Eurogroupe. Ce qui me frappe, c'est que le président Macron, qui a des idées, qui a des convictions, qui a une vision pour l'Europe et une volonté d'avancer, n'a pas grand monde pour jouer au ballon avec lui, finalement. Il se trouve un peu seul. Il n'y a plus de Britanniques, puisqu'ils sont décidés de partir. Il n'y a pas d'Allemands, puisqu'ils sont en pleine paralysie institutionnelle. Il n'y a pas d'Italiens, parce qu'ils n'ont toujours pas résolu le problème de leur loi électorale et qu'on ne sait même pas s'ils pourront tenir leurs élections au mois de mars. Il n'y a pas d'Espagnols, parce que M. Rajoy a les mains très occupées en Catalogne. Enfin, je pourrais continuer cette litanie. Mais finalement, on voit une situation complètement nouvelle. La France, homme malade de l'Europe il y a 1 an, se trouve aujourd'hui celle qui veut faire avancer l'Europe, mais qui n'a plus personne pour jouer avec elle. Oui, moi, je ne suis pas aussi, j'allais dire, dans des positions aussi radicales sur le crépuscule de Madame Merkel, sur la fin... Ce n'est pas une position radicale, je donne une position interrogative. Oui, interrogative. Parce que... Elle a, effectivement, ce que vous dites sur cette décision impulsive sur le nucléaire après la catastrophe de Fukushima a surpris tout le monde, a peut-être ravi les Verts allemands, mais a surpris effectivement beaucoup de gens. Mais je pense que ce qui a été très très important, c'est effectivement la position qu'elle a prise vis-à-vis des réfugiés, en disant nous y arriverons, on saura le faire. Faut comprendre ce que c'est que d'avoir accueilli autant de gens sur un laps de temps aussi court, et ne pas oublier qu'une grande partie de la population allemande a joué le jeu et les a accueillis. Et je pense que c'est vraiment quelque chose, et dans une société civile qu'il l'a fait. C'est extrêmement important. Donc,
il est évident qu'il y a eu une partie de la population en situation plus difficile, économique, sociale, qui l'a mal vécu et sur lequel, effectivement, l'AfD a largement prospéré. Je suis d'accord. Mais on a véritablement, et c'est là où on n'est pas du tout dans la même configuration que dans les autres pays européens. Si la situation a bougé comme ça en Allemagne, c'est vraiment avec une situation géopolitique interne et dans une situation face à une géopolitique externe très particulière. C'est pas le cas de l'Espagne, c'est pas le cas du tout de la France, c'était pas le cas non plus des Anglais, si on reprend la litanie que vous donniez. Donc, je pense qu'on est là sur une situation qui n'est pas forcément, là je serais plus nuancé que vous quand vous dites, c'est comme ça partout en Europe. Vous, cette fois-ci, ce n'est pas le même. Oui. Non, c'est pas François. C'est pas François, je vous vends avez le discours raison. de François. C'est la fragmentation du spectre. Exactement. Et je pense que tout n'est pas forcément similaire sur l'ensemble, parce qu'on est quand même avec des situations particulières chez les uns et chez les autres. D'un dernier point, je pense que la CDU sans la CSU va pas bien, et la CSU sans la CDU, elle va pas bien non plus. Donc, avant qu'on se sépare, on y mettra un certain temps. On n'en est pas là. Mais la tension est embêtante, justement, parce qu'on ne peut pas se séparer, précisément. La tension et la tentation. C'est-à-dire qu'entre l'AfD et l'aile droite de la CSU, on ne sait pas ce qui peut arriver dans un cas d'éclatement de tout le monde. Marc-Olivier Padis. Oui, un mot néanmoins sur Angela Merkel. Si jamais elle devait quitter le pouvoir, il faudrait consacrer une émission, je pense, au bilan de sa politique, qui est assez important. Cela dit, à mon avis, ce n'est pas joué. Oui, on pourra l'inviter. Ce n'est pas joué. Je pense qu'elle peut tout à fait encore nous surprendre. Mais deux mots rapides sur les deux décisions très importantes qu'elle a prises à propos du nucléaire. C'était relativement moins brutal que vous ne l'avez dit, dans la mesure où la sortie du nucléaire avait été décidée antérieurement par Gerhard Schröder sur un calendrier beaucoup plus étalé, et que quand Merkel est arrivée au pouvoir, elle est revenue sur cette décision de Schröder et qu'elle a relancée ensuite après l'accident de Fukushima. Donc elle est revenue sur un itinéraire qui était déjà ouvert et qu'elle avait elle-même bouché. Et c'est un peu pareil pour les réfugiés, alors, toute proportion gardée malgré tout, mais je voudrais juste rappeler que dans les années 90, au moment des guerres de dissolution de la Yougoslavie, l'Allemagne avait accueilli énormément de réfugiés yougoslaves et que l'Allemagne, disons, est assez familière de ces pics d'immigration et donc ça relativise, disons, le côté absolument sidérant de la décision. Non, moi je crois que le problème, un des problèmes de ces coalitions, j'y reviens malgré tout, c'est qu'Angela Merkel a réussi complètement à asphyxier son partenaire et que, pour prendre un exemple, dans la précédente négociation de la grosse coalition, le point important pour le SPD, c'était d'obtenir un salaire minimum en Allemagne, ce qui correspondait d'ailleurs à ce qu'attendait à l'époque le gouvernement français, c'est-à-dire François Hollande, qui disait mais il faut qu'il y ait plus de relance intérieure en Allemagne parce que l'Allemagne n'a pas une consommation intérieure suffisante. Les salaires ont été déprimés pendant trop longtemps, ce qui a certes donné de la compétitivité à l'Allemagne, mais qui pose un problème systémique au niveau européen. Bref, les socialistes ont obtenu ça dans la coalition. Ils ont mis en place un salaire minimum en Allemagne. Les salaires, dans l'ensemble, ont augmenté en Allemagne, mais ce n'est pas du tout les socialistes qui ont été crédités de ça, c'est Angela Merkel qui en a tiré tout le bénéfice. Et donc, c'est ça la difficulté d'une grosse coalition. Jean-Louis Bourlanges. Je crois sur Madame Merkel, elle n'a pas seulement asphyxié le parti d'en face. Je crois vraiment que les causes de la social-démocratie, c'est plus profond. Je suis d'accord avec le fait que la situation allemande n'est pas la même que celle des autres. Mais il y a quand même cette évolution lourde. Madame, ce qui l'a caractérisé, la chancelière, c'est son extrême conservatisme. Elle a vraiment fait le minimum de choses. Alors, dans un pays, c'est une sorte de Chirac, mais dans un pays qui irait bien. Alors, c'est moins grave quand on fait pas de réformes, quand le pays est quand même une assez grande plasticité. Moi, je me rappelle qu'elle est arrivée, elle a tenu des propos extrêmement opposés au système communautaire européen. Elle avait fait un discours à Bruges, qui était extraordinairement intergouvernementaliste, très anti-fédéral, ce qui était une nouveauté. Puis après, elle est revenue sous l'influence de Sarkozy, qui a une influence très heureuse sur elle. Elle a quand même accepté une évolution de la Banque centrale européenne qui a été quand même très, très précieuse. Et donc, elle a toujours accompagné l'erreur qu'elle a faite sur l'immigration.
c'est d'emboucher les trompettes de la renommée. C'est-à-dire qu'elle était obligée, elle, à gérer ce qui étaient les obligations légales de l'Allemagne, compte tenu des conventions internationales, mais elle a essayé d'en faire un article de gloire en partant de l'idée qu'elle pouvait jouer à la fois sur une image de droit de l'homiste extrêmement forte et sur le soutien du patronat qui était intéressé à une immigration de bon marché venant. Bon, et elle est complètement passée à côté des classes moyennes. Les classes moyennes qui se sont totalement identifiées aux femmes qui ont été molestées à la Saint-Sylvestre en gare de Cologne. Oui. Et donc là, elle a été prise à contre-pied, elle avait joué le patronat, en fait, et elle a été prise par les classes moyennes. C'est ça, l'erreur qu'elle a faite. Et puis, sur le parti, elle a tué, comme Kohl, d'ailleurs. Kohl avait fait exactement la même chose. La seule qu'il n'avait pas réussi à tuer, parce qu'il n'en avait pas vu le danger, c'était elle. La demoiselle, comme il disait. Elle l'a pas raté, Kohl. Il faut voir comment elle est arrivée au pouvoir. Elle l'a quand même vraiment mouillée dans des responsables, dans des affaires assez glauques de financement de la CDU. Elle n'a pas hésité à frapper son géniteur. De ce point de vue-là, elle est très pré-macronienne. Et deuxièmement, et elle a tué tout le monde à la CDU. On ne sait pas du tout qui pourrait lui succéder. Alors nous, les Français, on a notre candidate. On a Madame van der Leyen, parce que elle avait fait une politique familiale qui est très proche de celle que nous aimons. Elle est très attachée au développement de la défense, alors que nous sommes attachés à ça. Elle est sympathique, elle parle bien français, mais les gens me disent, mes amis allemands me disent qu'elle est pas du tout dans la course en réalité. Et donc, elle a cette force extraordinaire de quelqu'un qui est peut-être en bout de course, mais qui n'a personne pour lui succéder. Oui, c'est un des paradoxes. Il y a une alternative für Deutschland, mais il n'y a pas d'alternative für Merkel. Oui, très bon. Jean-Louis Bourlanges vient de rappeler utilement que le patronat allemand a eu à l'égard de cette immigration forcée, cette immigration que Mme Merkel a accueillie, cette immigration des réfugiés, a eu les yeux de chimène à l'égard de cette immigration, en raison de la très très médiocre démographie allemande. Et Béatrice Gibelin a rappelé aussi que beaucoup d'Allemands, sans aucune appartenance à une formation politique ou en leur nom personnel, en tant que société civile, ont accueilli Et je crois qu'il faut rappeler que les églises ont joué un rôle très important dans cette affaire. C'est d'ailleurs assez amusant d'une certaine manière, enfin ça n'est pas que amusant, mais les églises allemandes sont prospères puisqu'elles sont financées par un impôt qui est prélevé auprès de chaque Allemand qui doit déclarer à quelle religion il appartient. Elles sont prospères et elles sont en concurrence plus que partout ailleurs, plus qu'en France. La concurrence des calvinistes et des luthériens et la concurrence unie des calvinistes et des luthériens contre les catholiques. Mais comme elles sont en concurrence, si j'ose dire, pour le bien, c'est-à-dire pour faire en sorte de justifier leur raison sociale, qui est grosso modo résumée par cette phrase « aimez-vous les uns les autres », il y a à l'égard des réfugiés une attitude de la société civile qui est fortement encouragée et qui dispose aussi de moyens financiers. Ce qui, d'ailleurs, par réfraction, jette quand même une lumière un peu cruelle, non pas sur le mode de financement des églises en France, mais sur le silence ou le quasi-silence, et en tout cas l'absence d'initiative concertée des églises françaises, et plus particulièrement de celle qui est majoritaire, du moins si on en croit les sondages, sinon dans la pratique, au moins dans la déclaration d'adhésion, c'est-à-dire de l'Église catholique. Si vous voulez bien, nous allons dans le temps relativement court qui nous reste, jeter un œil à la manière dont la République en marche fait parler d'elle ces derniers temps. Elle a tenu à Lyon son premier conseil national depuis ses victoires électorales du printemps. Après l'adoption des statuts du parti au mois d'août, cette rencontre a permis de désigner Christophe Castaner au poste de délégué général du parti pour un mandat de 3 ans. L'ancien député socialiste et ex-porte-parole du gouvernement sera-t-il chef de parti et restera-t-il secrétaire d'État? Au moment où nous enregistrons cette émission, nous n'en savons rien en vertu d'un remaniement qui, comme l'horizon, n'a cessé d'avancer au fur et à mesure où les porte-paroles de la présidence de la République nous l'annonçaient pour dans la matinée, dans l'après-midi, dans la soirée, dans la nuit. Mais c'est l'importance de l'enjeu qui justifie son retard. Sans aucun doute l'importance de l'enjeu.
En tout cas, dans ses nouvelles fonctions au parti La République En Marche, Christophe Castaner aura pour mission d'animer et de structurer la vie intellectuelle et idéologique du parti, tout en définissant une stratégie pour les prochaines échéances électorales. Cette élection est intervenue dans un climat de remise en cause du fonctionnement de La République En Marche. À la veille du congrès de Lyon, une centaine de marcheurs a fait parler d'elle en démissionnant du mouvement et en fustigeant, je cite, le choix d'un fonctionnement vertical et d'une gouvernance d'élite. Aussi, le parti semble-t-il pris dans ses contradictions entre son ambition initiale de renouveler les formes de l'engagement politique et son rôle de parti du président. À ceci s'ajoutent les défis propres à tous les partis qui, à l'instar de la France insoumise, entendent se démarquer des partis traditionnels. La gratuité de l'adhésion permet à La République En Marche de se revendiquer première force politique du pays, forte de que 380 000 adhérents, mais le brouillage entre militants actifs et simples sympathisants interroge quant à la capacité du parti à structurer son action dans le temps. L'invocation constante de méthodes participatives place enfin les dirigeants de La République En Marche en porte-à-faux avec leurs militants les plus actifs qui réclament d'être davantage que des colleurs d'affiches. Sur cette question, Béatrice Gibelin. La République En Marche est simplement confrontée à ce qui est la réalité de la vie quotidienne et politique d'un parti. Je veux dire, le dynamisme de la campagne électorale, c'est un moment très particulier pour un parti politique, et surtout quand il est en phase d'ascension et qui attire à ce moment-là énormément de bonne volonté. On va vers la victoire, et allant vers la victoire, on adhère. Alors, Castaner passe son temps à dire « Ah, mais nous avons encore énormément d'adhésions très régulières, et donc l'adhésion reste très forte. » Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est vraiment ce passage d'un mouvement à un parti politique, avec un chef qui est, qu'on le veuille ou non, qui s'appelle Macron, et qui a, endossé les habits de président de la République et de l'exercice de la verticalité du pouvoir avec une aisance absolument indéniable. À partir du moment où on veut jouer l'horizontalité, il faut pas s'étonner que le militantisme, c'est quelque chose d'exigeant. Le militantisme, c'est donner beaucoup de soi pour un parti sans obtenir forcément un certain nombre de gratifications. Et là, dans l'impatience d'un certain nombre de ces jeunes adhérents, sans expérience militante pour beaucoup d'entre eux, ils tombent un peu de haut. Bien sûr. Alors, il est évident que la désignation de Castaner, puisqu'elle avait été décidée par Macron, permet effectivement toute l'ironie possible sur un parti démocratique où tout le monde peut prendre la parole et où ça monte du bas vers le haut, alors qu'on voit très clairement qu'il faut mettre les troupes en marche, qu'il y a des élections à terme qui sont importantes. Il est extrêmement important de ne pas perdre les élections européennes, surtout compte tenu du discours de Macron sur l'Europe. Ils ont quand même été douchés avec les sénatoriales, parce qu'ils en ont rabattu beaucoup sur les sénatoriales. On allait voir ce qu'on allait voir, et ils allaient être peut-être le premier parti du Sénat. On a vu que ce n'était pas le cas, qu'ils n'ont aucun élu local, et que là, l'enjeu est absolument majeur. C'est-à-dire qu'on touche maintenant vraiment à la vérité de ce qui va pouvoir se passer avec ce parti. Donc, on est vraiment à un moment, dans les 6 mois à venir, savoir si on va réussir à structurer et à ne pas tant décevoir que ça, parce qu'on a déçu des adhérents venus de la gauche qui trouvent qu'on fait une politique de droite et qui sont moins enthousiastes, des gens de droite qui peuvent rester mobilisés, mais on attend de voir quand même. Donc la situation de La République En Marche, le feu d'artifice des élections après les législatives, moi je pense qu'il est en train en ce moment d'être sérieusement atténué. Marc-Olivier Padis. Oui, on ne sait pas encore bien ce que c'est que La République En Marche. Le discours officiel, c'est de dire que ça ne doit pas être un parti. C'est quoi un parti politique ? En fait, un parti politique remplit 3 fonctions. D'abord, il sert à rassembler des forces sociales, à exprimer, disons, des intérêts collectifs.
Ensuite, il sert à développer une lecture de la société, une idéologie, un programme, disons. Et puis, d'un point de vue plus fonctionnel, un parti, ça sert à sélectionner et former des candidats et à délivrer des investitures. Alors, ce dernier point, La République En Marche a su le faire. Développer un programme et une réflexion autonome, c'est ce que vous avez dit, Philippe, le nouveau responsable Castaner doit le faire. En même temps, il n'est pas sûr que ce soit l'intérêt du président de la République de définir de façon trop étroite une idéologie propre à En Marche. Il a besoin plus de plasticité dans une situation politique mouvante. Et puis, exprimer des forces sociales, en fait, on ne sait pas bien ce que c'est que La République En Marche, on ne connaît pas vraiment le profil des adhérents, il y a encore une sorte d'incertitude. Ce qui a rassemblé La République En Marche, c'est un désir de faire de la politique autrement, de changer la politique. Donc c'était quelque chose, une lecture très, très politique de la situation. Alors, qu'est-ce qui va faire évoluer l'identité du parti ? Il y a trois contraintes qui font évoluer les choses. D'abord, il y a les institutions qui définissent la marge de manœuvre du parti. Ça, c'est relativement stable. Ensuite, il y a la conjoncture politique dans laquelle il se trouve. Là, Béatrice a bien parlé du fait que c'est l'élection présidentielle qui a donné la dynamique de ce parti. Et donc, aujourd'hui, le contexte a changé. Et puis, la troisième chose qui définit l'identité du parti, c'est sa fondation, son projet initial. Et le projet initial, c'est que, comme vous l'avez dit, Philippe, c'est le parti du président. Et c'est d'ailleurs, et donc c'est un parti personnel, organisé autour d'une personnalité. Et d'ailleurs, ce n'est pas un phénomène isolé en Europe. En fait, on voit de plus en plus des partis qui sont organisé autour d'une personne. Depuis longtemps, d'ailleurs, Forza Italia, ça a toujours été Berlusconi. 5 étoiles, c'est Beppe Grillo. Et on voit ça dans toutes sortes de partis à travers l'Europe. Podemos, c'est pareil. Podemos, c'est voilà, Podemos, c'est pareil. C'est un peu différent quand même. Mais si vous prenez Tsipras, par exemple... Il y a une hyper-personnalisation qui est vraie avec Tsipras aussi. Ouais. Et donc, qui va marquer... Oui, d'ailleurs, et c'est vrai aussi pour la France. Hein. En quelque sorte, aujourd'hui, le Front National, c'est Marine Le Pen, etc. Et donc, ça contraint énormément. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes et de contradictions qui vont sortir de cette personnalisation. François Bujon de l'Étang. Oui, juste un dernier mot là-dessus, c'est tout à fait vrai. Ce sont les partis plébiscitaires, en quelque sorte, qui se rassemblent autour d'une personnalité. Il faut remonter beaucoup plus loin dans l'histoire pour trouver des choses semblables en France. Le RPF, probablement, à l'époque de la 4e République, autour de De Gaulle, et le dernier cas qui ressemble à ça, mais c'est quelque chose de nouveau. Alors, effectivement, la République En Marche est en pleine mutation, puisque c'était un mouvement citoyen qui était complètement horizontal, en effet, qui faisait appel à la société civile, qui voulait renouveler non seulement le paysage politique, mais la façon dont on fait de la politique, et qu'il est en train de devenir un parti politique. Et au fond, avec le risque, très vite, de se banaliser et de devenir un parti parmi d'autres. Mais alors, il est en train de connaître, comme les insectes pendant leur mutation, toutes les douleurs de passer à la chrysalide et ensuite sans doute au papillon. Ce n'est pas si simple. Et on voit bien la façon très autoritaire, très verticale, dont les choses sont gérées depuis l'Élysée, dont M. Macron a désigné le délégué général qui n'a pas été élu, provoquant ainsi une certaine grogne, d'ailleurs, parmi des gens qui continuent de dire urbi et orbi qu'ils ne veulent pas être des godillots et qui aimeraient avoir davantage voix au chapitre. Donc ça, déjà, c'est en soi, je crois, un facteur de malaise qui est très intéressant. Comment les choses vont-elles se passer ? C'est très difficile. Monsieur Christophe Castaner et le parti, puisqu'il faut l'appeler comme ça désormais, de La République En Marche, ont pas mal de défis devant eux. Il faut d'abord trouver une plateforme idéologique, puisque jusqu'à présent, comme l'a très bien dit Marc-Olivier, ce n'était pas du tout le cas de La République En Marche, qui s'était rassemblée autour d'un homme et autour d'une démarche, beaucoup plus que sur une plateforme idéologique.
Il faut donc constituer ce qui serait, me semble-t-il, la base idéologique du parti politique La République En Marche. Premier défi, ce n'est pas simple. Pour l'instant, la seule base idéologique, si j'ose dire, c'est le programme politique du président Macron, mais il faut le formaliser, le rendre plus littéraire et plus rassembleur, sans doute. Ensuite, il faut développer la base de ce parti qui n'en a pas. C'était la société civile, mais comme l'a fait remarquer Béatrice, je crois, il n'y a pas d'élus locaux, par exemple. Et il manque des catégories entières de la population dans La République En Marche. Il va donc falloir en trouver, en rallier, en créer dans les prochaines élections. Et il faut trouver des relais sur le terrain et la moyen, bien entendu, de développer le recrutement. Et puis, il y a des échéances électorales qu'il faut préparer et qui sont très proches déjà, parce qu'au fond, les élections, ça se prépare pas dans les 3 mois qui précèdent, mais il faut remonter beaucoup plus en amont. Les élections européennes sont déjà au coin de la rue, et quand on voit les dernières déclarations d'Alain Juppé, par exemple, on sent bien que des grandes manœuvres sont en train de s'engager déjà au centre du paysage politique français pour aborder la phase des élections au Parlement européen. Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est une étrange. Moi, je suis totalement impliqué dans cette affaire. Je suis extrêmement mal à l'aise parce que je suis très admiratif de la position du président de la République, de la façon dont il parle, dont il renouvelle un certain nombre de choses, même s'il y a des choses qui ne me conviennent pas dans ce que fait le gouvernement. Et en même temps, je suis vraiment assez atterré par la façon dont s'organise la domination d'En Marche sur l'Assemblée nationale. Je trouve qu'il y a là quelque chose de profondément malsain et de plus grave que ce que vous dites les uns et les autres. C'est pas simplement la reprise. Il y a la reprise de tendances anciennes, mais il y a plus grave. Alors effectivement, moi, je me rappelle avoir eu, dans mon très jeune temps, une discussion avec Georges Vedel. Je l'avais d'ailleurs convaincu que quand Servan-Schreiber parlait de l'État UNR, il fallait comprendre que c'était l'État qui contrôlait l'UNR et pas l'UNR qui contrôlait l'État. Que, en fait, l'UNR était le parti de l'État. C'était des hauts fonctionnaires qui avaient pris en main tout ça, et le parti était l'ombre de la caverne de Platon. Et là, je retrouve exactement la même chose. On a bien un État en marche. Enfin, En Marche est simplement le bras séculier, le bras parlementaire séculier du président de la République. Cela dit, c'est totalement contraire à tout ce qui a servi de base à ce mouvement. Les gaullistes, c'était très clair, il y avait le chef, c'était l'appel du 18 juin, c'était pas n'importe qui, et on était derrière le chef. Bon, et Malraux disait, être gaulliste, ça veut dire soutenir le général de Gaulle et être reconnu par lui. Bon, c'était clair. Là, on était dans une espèce de démarche participative, d'initiative citoyenne, avec l'illusion qui est encore partagée par beaucoup de marcheurs de la première époque, que ce sont leurs idées, leurs apports qui ont permis de faire Macron et qui lui ont, alors que c'est évidemment l'inverse qui s'est produit, c'est Macron qui a organisé tout cela. Donc on a là quelque chose de très gênant, et cette verticalité s'affirme d'une façon absolument incroyable dans la nomination de Monsieur Castaner, avec en plus ce truc grotesque de Castaner qui dit je veux rester ministre pour il dit qu'il a un rapport amoureux avec Monsieur Macron, mais c'est Dongemant, c'est Sganarelle demandant ses gages à Dongemant. Enfin, il dit qu'il veut rester ministre pour avoir de quoi vivre, alors qu'il est pas. Enfin, il y a quelque chose. D'ailleurs, je trouve que la presse est très indulgente à son égard, parce que c'est quand même quelque chose d'assez profondément indécent, quelles que soient les qualités très réelles de Monsieur Castaner par ailleurs. La deuxième chose qui est frappante, c'est que c'est un mouvement qui est formé à partir de gens qui viennent de la droite, du centre et de la gauche, et qui sont donc portés par des idéologies différentes. Dès lors qu'ils sont ensemble, ils sont obligés de se mutiler. Donc, il y a une vacuité fondamentale. La seule référence ne peut être que la parole présidentielle. Et donc, c'est extrêmement difficile de structurer un débat public vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis du centre, vis-à-vis de la droite, sur cette espèce de non-lieu idéologique. Le centre, c'est-à-dire le MoDem, a été clairement marginalisé, non pas en demandant à
Bayrou de quitter le gouvernement, ce qu'il était tout à fait disposé à faire et ce qui se comprend très bien, mais en n'associant pas vraiment au gouvernement de monsieur Philippe une participation centriste. Les sociodémocrates qui s'étaient ralliés à lui, comme monsieur Valls, ont été profondément humiliés, et les constructifs sont priés de rester dans l'ombre. On demande à monsieur Le Maire rejoint En Marche, ce qui veut dire qu'on n'organise pas quelque chose, et monsieur Édouard Philippe, qui a beaucoup de talent, beaucoup de charme, beaucoup d'humour, beaucoup un sens aigu des responsabilités, qui est vraiment la trouvaille des derniers mois, est prié de ne pas faire de politique. Donc on est dans une situation de néant politique qui ne peut qu'être dangereuse à terme. Enfin, donc on a cette espèce d'unité factice dont on ne voit pas du tout comment ça peut se développer. Et alors la dernière chose, c'est l'exclusivité, qui est quand même quelque chose de très impressionnant. Alors là, c'est là où nous sommes dans une démarche différente, une démarche assez profondément sectaire. J'en donnerai 2 exemples que nous vivons. Alors au MoDem, comme parlementaire MoDem, je le vis vraiment tous les jours. L'interdiction faite aux députés d'En Marche de signer des amendements avec aucun autre parti, même avec un parti partenaire de la majorité. Tout doit être centralisé à l'intérieur de la chose. Et je donnerai un exemple. Nous allons avoir un débat lundi qui est provoqué par une résolution de En Marche sur les insignes européens, puisque monsieur Mélenchon avait critiqué l'utilisation du drapeau européen. Nous, En Marche a envoyé une résolution au lieu de nous y associer. Je dis pas seulement le MoDem, mais les constructifs, les socialistes, enfin tous les partis européens, c'est évidemment une matière européenne. La résolution est strictement signée des députés d'En Marche, de manière à les faire paraître comme les défenseurs exclusifs de l'idée européenne face à ces anti-européens que sont les gens de la France insoumise. Ça, ce sont des démarches qui rendent extraordinairement difficile le fonctionnement à terme du Parlement, et je crois que là, il y a vraiment quelque chose auquel Emmanuel Macron devrait prêter attention, et on sent bien quand même qu'il n'a pas suffisamment le goût du Parlement, et il a suffisamment le goût du pouvoir pour se satisfaire, à mon avis, à l'excès d'une situation commode à court terme, mais extrêmement périlleuse à long terme. Je vous remercie. L'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir en rappelant que dimanche prochain, notre émission sera enregistrée en public depuis le théâtre Pierre Lamy de l'école alsacienne. Comment y assister, vous demandez-vous avec anxiété? Eh bien, en tapant sur notre site que j'ai indiqué tout à l'heure, www.lenouvelespritpublic-sans-séparation.fr, et là, vous aurez tous les renseignements nécessaires pour pouvoir venir assister et participer, puisque selon une tradition établie depuis maintenant le mois de septembre, l'enregistrement de l'émission est suivi d'un échange qui dure à peu près une demi-heure avec le public sur tous les sujets que le public souhaite aborder. À titre de brève, je voudrais signaler la parution du numéro de novembre-décembre de la revue Le Débat, dans laquelle un ensemble d'articles est consacré à la sociologie au risque d'un développement. Gérald Bronner et Étienne Géhin, Olivier Galland, Nathalie Henich, Pierre-Michel Minger, Dominique Schnapper s'interrogent sur la manière dont s'est cléricalisée la sociologie et sur la manière dont elle s'occupe pour une partie d'entre elles, sous un certain nombre de slogans assez faciles, notamment celui qui dit que la sociologie est un sport de combat, de prendre la place du journalisme, si je puis dire, non pas pour nous renseigner sur la société comme elle est, mais pour devenir ceux qui disent ce qui est bien, juste et bon, sans avoir à prendre la moindre responsabilité ni le moindre risque. C'est évidemment plus détaillé, plus fin que ce que je viens de résumer brièvement, mais je trouve que c'est un ensemble d'excellents articles et qui méritent d'être signalés. Marc-Olivier Padis. Parmi les livres de la rentrée de cet automne, j'ai lu le livre de Justine Augier, paru chez Actes Sud, qui s'appelle De l'ardeur, qui est une enquête en fait sur
une militante syrienne des droits de l'homme, avocate, Razan Zaitouneh. C'est une histoire assez triste puisqu'elle a, elle a fait partie des premières à se mobiliser dans les grandes manifestations contre le pouvoir syrien, et puis elle a été arrêtée, torturée, exécutée. Et donc cette enquête, en même temps, donne un visage à cette opposition démocratique syrienne qu'on aurait bien voulu voir prendre plus de force. Et disons que l'ensemble de ce récit n'est que plus amer aujourd'hui quand on voit le débouché de cette guerre. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, c'est un ouvrage qui est publié chez Autrement, qui s'appelle « L'invention tragique du Moyen-Orient » par Pierre Blanc et Jean-Paul Chagnolot, qui sont deux politologues. Pierre Blanc ayant cette caractéristique, avant d'être politologue, d'avoir été un ingénieur agronome et qui a énormément travaillé sur les problèmes de la terre et sur les problèmes fonciers au Moyen-Orient. Et c'est dans une collection qui s'appelle « Angles et reliefs », c'est-à-dire qu'on fait des choix. C'est un angle le titre le dit déjà d'ailleurs, l'invention tragique du Moyen-Orient, c'est bien évidemment donner une grande place dans la responsabilité de la situation actuelle, au partage Sykes-Picot aux années 20 et à la création évidemment des différents États sans l'accord des peuples à ce moment-là. Et c'est un ouvrage très clair, très facile, avec des cartes, on va dire, un peu trop simple à mon goût, mais ce qui est très intéressant, c'est les schémas d'acteurs avec le rôle qu'ont pu jouer différents responsables à un moment de l'histoire. Et ça, je pense que c'est très bien pour comprendre comment on a pu se retrouver totalement isolé avec les oppositions, y compris de ceux dont on aurait pu penser qu'ils auraient pu être des alliés. François Bujon de l'Étang. Toute petite incursion dans la littérature pour faire écho à une recommandation qui a été déjà faite il y a quelques semaines par l'une d'entre nous, mais je sais que c'est autorisé par la direction. C'est autorisé, voilà, puisque nous ne parlons que de ce que nous avons lu. Donc, non, je veux dire le bonheur de la lecture du dernier livre de Patrick Modiano, Les Souvenirs dormants, publié chez Gallimard dans la collection Blanche. C'est un tout petit livre, particulièrement mince, même pour Modiano, mais c'est un bonheur de lecture parce que cette atmosphère qui est toujours la même, ces brumes qui errent dans les rues de Paris autour de visages estompés, cette évocation de personnages oubliés dont on ne sait rien ni n'apprendra rien, mais cette légèreté d'écriture et l'originalité profonde de cette voix qui est celle de Patrick Modiano mérite vraiment d'être soulignée car c'est un phénomène très unique dans notre littérature. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voulais, mais je ne le ferai pas, je voulais recommander, enfin je le ferai pas, je le ferai la semaine prochaine, je voulais parler du livre de Brice Couturier, Macron, un président philosophe. Je crois que ça appelle une réflexion un peu trop développée qu'on n'a pas le temps de faire, donc je la ferai la semaine prochaine, et je voudrais donc en profiter pour m'associer à l'analyse que vient de faire Marc-Olivier sur le livre de Justine Augier, qui a eu le prix de l'essai Renaudot, et qui est effectivement un témoignage absolument fascinant sur cet horrible conflit moyen-oriental. Je vous remercie et donc je vous rappelle que la semaine prochaine, nous sommes en public dimanche prochain à 11h moins le quart, 10h45 à l'école alsacienne au théâtre Pierre Lamy et que pour nous y rejoindre, il vous suffit d'aller sur le site www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr et vous trouverez tous les renseignements nécessaires à cette démarche. Merci et à la semaine prochaine.